Bonsoir à tous, bienvenue sur Jeux au Petit Profond pour votre émission du dimanche soir. Je suis enfin de retour pour vous proposer des émissions. Ça faisait un moment, nous avions la série spéciale Russie. Et merci à tous d'avoir suivi tous ces épisodes qui ont fortement bien marché. Vous avez pu voir des grandes personnalités comme Maria Zakharova, vous avez pu voir Tolstoï, mais aussi Soloviev, d'autres personnalités aussi moins connues, mais absolument passionnantes. Vous avez une playlist spéciale pour les regarder à nouveau ou les découvrir si vous n'avez pas pu tout voir. Voilà, et merci pour tous vos messages qui vous inquiétaient de ne plus me voir, mais je suis toujours là. Et je suis content de reprendre ces entretiens avec Thibaut Kerlierzin pour parler d'un article dans la revue de Géopolitique Profonde, un article passionnant de numéro du mois de mai, où on va parler du Club de Rome. On parle beaucoup des réseaux, des think tanks, des réseaux de pouvoir. On essaye à chaque fois de savoir qui peut se hisser en haut de la pyramide, ou en tout cas quels sont les groupes les plus influents. Et il est absolument nécessaire de connaître, de parler, d'analyser le travail du Club de Rome. C'est ce qu'on va faire avec Thibaut. Bonsoir Thibaut et merci d'être là ce soir. Salut Raph, salut tout le monde, avec plaisir. Donc, on va pouvoir parler, comme je l'ai dit, d'un club qui a une histoire qui n'est pas forcément très lointaine, très longue. C'est un club qui est plutôt récent parce qu'il date du XXe siècle pour sa création, mais les ramifications que l'on observe aujourd'hui sont extrêmement grandes, une influence très forte en Europe, avec un projet bien précis qui touche quasiment tous les secteurs et des secteurs que l'on peut voir aujourd'hui comme étant influencés avec des feuilles de route que l'on va analyser ensemble. Et pour commencer, avant de parler donc de Club de Rome, de qu'est-ce que le club, où est-ce qu'il a commencé, j'aimerais commencer sur une citation qui permettra de présenter le Club de Rome, comme les gens ont pu voir sur la miniature ou même sur le titre de la vidéo. On va parler d'un club qui semble avoir un petit problème avec l'humanité. Et donc là, on va parler c'est une citation du First Global Revolution, c'est le rapport du Club de Rome de 1991. Je vous lis cet extrait, ça permettra de parfaitement poser, je pense, le cadre. L'ennemi commun de l'humanité, c'est l'homme. En cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, nous en vînmes à l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, les famines et ainsi de suite feraient l'affaire. Dans leur globalité et dans leurs interactions, ces phénomènes constituent une menace commune qui exige la solidarité de tous les peuples. Mais en les désignant comme ennemis, nous tombons dans le piège contre lequel nous avons déjà mis en garde, nommant avec erreur les symptômes comme étant les causes. Tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine. Et ce n'est qu'au travers de changements d'attitude et de comportement qu'ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi, donc, c'est l'humanité elle-même. Oh, Jesus. Donc Thibaut, je pense qu'avec cette citation, qu'est-ce que le Club de Rome et par où doit-on commencer lorsqu'on veut parler de ce grand club qui nous veut du bien? On peut reprendre l'image de la pyramide que tu as donnée en introduction, puisque le Club de Rome est en fait à la fois au sommet de la pyramide et en même temps un de ses constructeurs, puisque il a contribué assez fortement à lancer toute l'idéologie de l'écologie politique. En 72 au sommet de Stockholm, avec son rapport connu sous le nom de rapport Meadows, qui s'appelle Limits to Growth en anglais ou Halte à la croissance. Mais il est né un petit peu avant. L'idée est venue en 1965. Il y a une trentaine de personnes qui l'ont fondé. Et ça a été un peu sanctuarisé en 1968 au Bellagio Center, donc avec la fondation Rockefeller notamment là-bas. Et ceux qui sont considérés comme les deux patrons du Club de Rome, donc tu avais Aurelio Peccei, qui bossait pour Fiat, et qui est, on va dire, un homme lige, comme Maurice Strong, c'est un homme lige de la famille Rockefeller. Aurelio Peccei est un homme lige de la famille Agnelli, la famille qui a fait Fiat. La famille Agnelli, je vais partager un petit onglet. Hop. Ici, vous voyez? On voit Bilderberg et les Agnelli. Voilà. Donc c'est les Agnelli et puis donc Fiat ont été un des fers de lance de la création du groupe de Bilderberg avec Rockefeller, puisque Giovanni Agnelli faisait lui-même partie du comité international de la Chase Manhattan Bank de David Rockefeller. Donc on retrouve un petit peu toujours les mêmes milieux. Et donc le Club de Rome en 1968, ils ont eu l'idée de faire un rapport en fait qui est sorti un peu avant la conférence de Stockholm, qui s'appelle les Limits to Growth, donc qui a été traduit par Halte à la croissance, point d'interrogation,
que vous pouvez retrouver voilà, sur le site. Vous voyez donnelamidos.org. Donc on appelle le rapport Meadows puisqu'il a été notamment écrit par Donella Meadows et son mari Denis Meadows. Ensuite, il y a d'autres personnes qui étaient dedans, comme vous pouvez voir. Il faut savoir qu'ensuite, plusieurs années après, il y a le Club de Rome qui est revenu sur ce rapport et qui a dit bon bah non, ce qu'on a mis en fait, voilà, on laisse un peu de côté. Déjà à l'époque, les 4 auteurs partageaient pas tous les mêmes conclusions. C'est-à-dire que limite sous Grove, c'était bon bah voilà, maintenant faut peut-être axer sur la décroissance, alors que maintenant, par la suite, c'était plus développement durable. Mais ensuite, c'est variable. Hein. Un jour, ça peut être, c'est comme Océania, Eurasia, Estasia dans 84, ça peut être un coup la décroissance, ça peut être un coup le développement durable, selon l'usage qu'ils peuvent en faire. Donc ici, peu importe. L'idée, c'est l'idée qui préside à la pensée du Club d'Europe, c'est toujours un peu la même. C'est ce qu'on appelle les néo-malthusianismes. Donc Malthus, lui, disait qu'il y avait un équilibre assez précaire entre les ressources et la population. C'est-à-dire, on est toujours au bord de crever de faim. Mais donc une population qui augmente, ça pose problème parce qu'il y a moins de ressources. Mais en même temps, une population qui augmente, donc oui, c'était fin 18e, début 19e siècle. Une population qui augmente va elle aussi faire de la production agricole. Donc, en fin de compte, la population augmente, mais les ressources alimentaires disponibles augmentent en même temps. Donc, c'est un espèce d'équilibre précaire, c'était un peu un pessimisme résigné. Mais néo-malthusianisme, donc le néo, ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme, c'est plus de dire, voilà, comme Malthus, mais de dire, il y a trop de monde, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Donc maintenant, comment on gère ? Et globalement, ce qui revient de manière plus que récurrente et qu'on retrouve aussi dans les grands cénacles, c'est la question de, comme on dit pudiquement, la régulation démographique, donc la limitation de la population mondiale, gentille ou forcée. Et voilà un petit peu comment s'est créé le Club de Rome, sachant que c'est exactement, ils ont donné une espèce de caution scientifique à leur travail. En s'appuyant sur des modélisations du MIT avec l'aide de quelqu'un qui s'appelle Jay Forrester, qui est un des plus grands génies informatiques du XXe siècle. Il y a des noms comme von Neumann, Norbert Wiener avec la création de la cybernétique, Jay Forrester, vous pouvez vous rendre sur la fiche Wikipédia de préférence en anglais de Forrester. Le mec, c'était vraiment des génies informatiques. Mais le problème de l'informatique, c'est que ce sont des modélisations. C'est-à-dire, ce sont des projections. Et pour ceux qui connaissent un peu la théorie du chaos, vous pouvez retrouver le livre de James Gleick sur le sujet, ou d'Ivar Eklund, qui est un peu plus simple. Le chaos, c'est quelque chose qui est profondément dynamique. On prend l'exemple des nuages pour le chaos. Et dans le livre de Gleick, ils disent on peut placer des capteurs à quelques centimètres de différence partout sur des kilomètres, des centaines de kilomètres par rapport aux nuages, pour prévoir les trajectoires, mais à un moment, il y aura ce qu'on appelle une dépendance sensitive aux conditions initiales, un écart qui est imprévu, et par la nature même du chaos, on ne peut pas le prévoir, et ça va s'accentuer, ce qui fait que la modélisation, aussi précise soit-elle, deviendra complètement erronée et peut le devenir très rapidement. C'est l'exemple qu'on a avec la météorologie en général, c'est pour ça qu'on ne peut pas connaître la météo des semaines et des semaines en avance avec une partie de précision, c'est parce qu'il y a trop de variables, trop de facteurs qui rentrent en jeu. Voilà, donc ça c'est l'image. Et donc ce problème de modélisation, bon déjà, ce que l'on parlait d'un industriel, Thibaut, c'est que là on est déjà en fait face à un club, c'est pas uniquement un club de réflexion de philosophes, là on a parlé d'un industriel, on parle là d'informaticien, donc c'est quand même un groupe qui est axé sur la technicité. Oui, bien sûr. C'était un cénacle de personnes qui étaient quand même assez haut placées, mais quand tu vois qu'il y a derrière avec Agnelli, puis l'accueil du Bellagio Center de la Fondation Rockefeller, qu'il y avait des personnes en effet assez influentes. Mais la question du néo-malthusianisme et de tout ça, du démo-ressourcisme est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'on en avait parlé déjà dans une autre émission, donc je reviendrai pas dessus. Ceux qui veulent, pour précision, se renseigner sur le Club de Rome, je vous partage cet onglet. Vous allez sur le site du Club de Rome, vous avez leur timeline. J'avais arrêté là-dessus l'écran, puisque c'est le président allemand de l'époque qui avait dit que le Club de Rome était la conscience du monde. Bon, ensuite, il est devenu membre honoraire du Club de Rome. Service rendu. Et vous avez tout depuis le départ voilà. Depuis la création, depuis la pensée en 65. Donc là, vous avez Aurelio Peccei, ici Alexander King, et jusqu'à aujourd'hui.